FIV classique et FIV XI, les avantages et les inconvénients. Bonjour, je suis Virginie Terrier et je suis la cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grundmann et je suis la cofondatrice de Fertiline. Aujourd'hui, nous allons vous parler des avantages et des inconvénients des deux méthodes, soit la fécondation classique ou la fécondation XI. Dans une vidéo précédente, justement, on vous a défini ces deux méthodes de fécondation et aujourd'hui, on va vous parler des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, la fécondation classique lors d'une FIV est souvent détrônée par l'ICSI, puisqu'on pense que ce mode de fécondation est absolument meilleur, ce qui peut être le cas dans certains critères, mais ce qui n'est pas non plus absolument toujours le cas. La FIV et la fécondation classique lors d'une FIV a tout de même certains avantages, puisque elle est très proche de la sélection qui se fait naturellement, c'est-à-dire que naturellement, le spermatozoïde qui va féconder serait probablement le plus performant, et donc ce spermatozoïde donnerait peut-être un potentiel plus élevé. Mais cela est vrai lorsqu'il n'y a pas forcément de critères masculins, c'est-à-dire lorsque le spermogramme n'est pas trop altéré, que les critères du spermogramme restent correct. Dans cette FIV classique, l'avantage c'est qu'on est très proche du naturel, c'est-à-dire que grâce à son acrosome, qui est la partie qui est sur sa tête, et la partie enzymatique, le spermatozoïde va aller naturellement perforer la membrane de l'ovocyte et ensuite créer sa propre fécondation. Cette fécondation de type classique lors d'une FIV peut cependant avoir des inconvénients dans certains critères. En l'occurrence, lorsqu'on a un spermogramme de mauvaise qualité, que de nombreux spermatozoïdes par exemple ont des problématiques de typicité, de mobilité ou de vitalité, et bien dans ce cas, il sera préférable pour ne pas être déçu et surtout pour avoir un nombre plus important d'embryons, de peut-être réaliser une sélection spermatique avec la FIV XI dont on parle juste après. Mais il y a aussi des situations comme la qualité de la membrane des ovocytes. Si les ovocytes ont une membrane qui est trop dure, qui est trop rigide, alors évidemment on peut améliorer cela par d'autres critères, notamment par l'alimentation, mais si on n'a pas fait vraiment les démarches pour améliorer cela au préalable et que la membrane est trop rigide, et bien dans ce cas, il faudra favoriser une fécondation avec une FIV XI, puisque les spermatozoïdes peuvent rencontrer des difficultés à féconder naturellement avec une membrane ovocytaire qui serait de moindre qualité. En ce qui concerne la FIV XI, elle a évidemment des avantages et c'est la raison pour laquelle elle est de plus en plus utilisée. D'ailleurs, ce sera la technique qui sera recommandée si on a des critères de spermogramme qui sont altérés. Donc on ira plutôt vers cette technique, ou on ira parfois sur un moitié-moitié, c'est-à-dire la moitié des ovocytes qui seront fécondés de façon classique, la moitié des ovocytes qui seront fécondés avec XI. Mais plus le spermogramme est altéré, plus on ira sur des modes de fécondation poussés et surtout contrôlés par le médecin et par le biologiste. Dans les avantages, et pas des moindres, eh bien il semblerait que la FIV XI donne un taux de fécondation plus élevé. Et vu que les ovocytes sont denrées rares et sont des cellules auxquelles on tient et qu'on veut féconder avec les meilleurs spermatozoïdes, s'il y a effectivement des critères masculins, si le spermogramme est altéré, on va bien évidemment favoriser cette méthode pour améliorer le taux de fécondation. Dans les avantages également, si on a des membranes ovocytaires qui sont particulièrement rigides, particulièrement épaisses, eh bien, il sera préférable d'aller sur cette FIV XI qui va nous permettre de contourner le problème et d'aller justement amener directement un spermatozoïde présélectionné sur le plan morphologique dans l'ovocyte et donc de forcer en quelque sorte la fécondation. Donc dans le cas des avantages, la FIV XI et tous ses dérivés qui sont par exemple IMSI, PIXI ou autres vont permettre d'aller faire une sélection morphologique des spermatozoïdes sur des critères qui sont des critères morphologiques, c'est-à-dire visuels, tels que la typicité, telle que la vitalité, est-ce qu'il bouge, telle que la mobilité, est-ce que le spermatozoïde est capable de se déplacer d'un endroit à un autre. Ce mode de fécondation peut également avoir des inconvénients. Et oui, même s'il est régulièrement utilisé, il peut avoir des inconvénients. Et dans ces inconvénients, c'est par exemple les membranes des ovocytes qui sont particulièrement fragiles. Nous avons parlé juste avant des membranes ovocytaires particulièrement épaisses ou rigides, mais on peut avoir l'inverse, on peut avoir des membranes ovocytaires fragiles, et ce qui fait que lorsqu'on va aller franchir cette membrane avec une méthode qui est beaucoup plus intrusive, puisque la FIV XI est plus intrusive qu'une fécondation naturelle, une fécondation classique, eh bien on peut avoir une fragilisation de la membrane. Ainsi, si on s'aperçoit que par le biais d'une FIV
ICSI, on a de moins bons résultats en termes de fécondation que sur une FIV classique, eh bien cela nous évoque aussi une problématique de fragilité de la membrane des ovocytes et ça, bien évidemment, ça se travaille complètement dans le mode de vie, mais encore une fois, il faut du temps et parfois c'est un petit peu le rôle des techniques de PMA d'accélérer les processus quand on peut le faire, mais en l'occurrence, si ce schéma s'est déjà produit une fois, il vaudra mieux favoriser un autre type de fécondation. Et un autre inconvénient, qui est tout de même un inconvénient majeur et qu'on oublie un petit peu, c'est que la sélection dans le cas d'une FIV ICSI est une sélection purement visuelle, purement morphologique, et ce n'est pas une sélection sur la performance. Alors que lors d'une FIV classique, en fait, le spermatozoïde qui va réussir à féconder est naturellement le spermatozoïde le plus performant. Donc cette sélection visuelle peut aussi être un facteur limitant, puisque rappelons-le, tout de même, ce n'est pas parce qu'un spermatozoïde est morphologiquement plus sain que son ADN est de bonne qualité. On voit de nombreuses fois des spermogrammes sur lesquels les critères sont plutôt qualitatifs et quand on va chercher des critères beaucoup plus poussés, tels que la fragmentation de l'ADN ou la décondensation de l'ADN, eh bien on va se retrouver avec des taux relativement élevés alors que nous n'avions pas d'autres indicateurs dans le spermogramme. Donc n'oublions pas que la morphologie ne veut pas tout dire et que parfois il faut réfléchir à une diversité de méthodes de fécondation et de sélection. Et si vous avez un doute sur le type de FIV que vous devriez choisir, eh bien il sera peut-être préférable de féconder une partie des ovocytes avec une FIV classique et une autre partie des ovocytes avec une FIV ICSI et simplement d'observer les résultats en termes de fécondation ainsi que l'évolution des embryons qui ont été fécondés. Et pour toi, Adva, qui est tout le temps en contact avec les médecins, des cliniques à l'étranger, dans quelle situation on va favoriser l'une des techniques ou l'autre? Alors, tout d'abord, évidemment, il faut écouter l'avis de votre médecin ou du biologiste. Ça dépendra qui est votre interlocuteur et évidemment, écouter son avis. Après, c'est aussi intéressant, pourquoi pas, de faire moitié-moitié. Tu l'as déjà mentionné, si on a beaucoup d'ovocytes, ça peut être intéressant d'essayer la moitié des ovocytes de manière classique et l'autre moitié de manière ICSI et voir ce qu'il en ressort de meilleur. Par contre, il y a certaines techniques dans lesquelles on n'a pas le choix. On doit utiliser la méthode ICSI, c'est notamment le diagnostic préimplantatoire qui permet de juger de la qualité chromosomique de l'embryon. En fait, lorsqu'il y a fécondation de manière classique, il y a un spermatozoïde qui va rentrer dans un ovule, donc un spermatozoïde dans un ovule, et les autres spermatozoïdes vont essayer quand même de rentrer dans cet ovule. Il va du coup avoir des débris autour de l'ovocyte. Or, lorsqu'on doit faire un diagnostic préimplantatoire, on a besoin d'avoir quelque chose de très propre, et donc pour cette méthode, on est obligé d'utiliser la FIV ICSI. Il faut aussi dire que les cliniques qui se situent à l'étranger utilisent de manière systématique, pratiquement toujours, la FIV ICSI ou alors d'autres méthodes, PICSI, IMSI, etc. Parce que l'idée c'est que lorsqu'on va à l'étranger, on veut diminuer le taux d'ovocytes qui ne soient pas fécondés. C'est vrai que se déplacer, aller à l'étranger et voir qu'il n'y a pas de fécondation, ça peut causer beaucoup de déception. Et du coup, les cliniques, pour pallier à ça, préfèrent utiliser la méthode ICSI. Sachant également qu'il y a souvent des facteurs masculins également dans la problématique des couples qu'ils vont recevoir dans leur clinique. Il est donc utile pour eux d'utiliser la méthode ICSI. Et sans oublier que sur les cliniques à l'étranger, les personnes qui s'y rendent ont en général cumulé beaucoup d'échecs et donc souvent les médecins veulent avoir un contrôle sur la majorité des étapes de la FIV et malgré tout l'ICSI permet d'avoir un contrôle sur la sélection. Si vous préparez une FIV et que vous voulez améliorer les résultats de cette FIV, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le thème « Préparer sa FIV ». Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions sur nos solutions, n'hésitez pas à réserver un bilan de situation avec l'une de nos ambassadrices. Elle sera là pour écouter votre histoire et vous conseiller au mieux.